Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à utiliser le calcul intégral pour déterminer le champ électrique généré par une tige chargée de longueur quelconque. Pour ce faire, nous allons utiliser le principe de superposition. Rappelez-vous, lorsque l'on cherche le champ électrique généré par une distribution de particules chargées, par exemple, soit 3 particules générant leur champ en un point D, nous avons vu qu'il fallait déterminer le champ généré par chacune des particules individuellement et effectuer la somme vectorielle de ces champs pour trouver le champ résultant. Nous utiliserons le principe de superposition de la même façon pour déterminer le champ généré par un objet étendu dans l'espace. Dans cette section, nous nous limiterons à une tige de longueur quelconque. Le principe est le même, nous allons isoler un élément infinitésimal de charge dQ de l'objet chargé et déterminer le champ infinitésimal dE généré par cette charge dQ. Nous ferons ensuite la somme, c'est-à-dire l'intégrale, de tous les éléments de champ dE produits par chacun de ces éléments de charge dQ. Voyons immédiatement un exemple. On cherche le champ généré par une tige de longueur L en un point situé sur l'axe de cette tige. Les étapes qui permettent de déterminer le champ électrique par intégration seront toujours les mêmes. Comme première étape, il s'agit tout d'abord de faire un schéma de la situation et d'indiquer tout d'abord un élément de charge dQ situé à l'intérieur de la tige. Il importe de choisir cet élément dQ en un endroit quelconque, ni au centre, ni aux extrémités de la tige. Ensuite, au point P, où l'on cherche le champ, on doit représenter le vecteur dE généré par la charge dQ. Ici, on suppose que la charge dQ est positive, de sorte que le vecteur dE s'éloigne de la tige au point P. L'intérêt d'isoler un élément infinitésimal de charge dQ est que cet élément de charge est exactement équivalent à une charge ponctuelle. Or, nous connaissons l'équation qui nous donne le champ produit par une charge ponctuelle. Dans ce cas, la charge Q sera remplacée par l'élément infinitésimal de charge dQ. Cet élément de charge produit un élément de champ infinitésimal dE. L'étape suivante consiste à remplacer l'élément de charge dQ grâce à l'expression algébrique utilisant la densité linéique de charge. Si l'élément de charge dQ a une longueur infinitésimale dx, je peux remplacer dQ par lambda dx. Aussi, nous remplacerons la variable r par la variable x, de sorte que l'équation qui nous donne l'élément de champ dE est exprimée maintenant seulement en fonction de la variable x. Il s'agit maintenant de faire la somme de tous ces éléments de champ dE. À cause de la symétrie de la situation, nous voyons que les éléments de champ dE pointent tous dans la même direction. La somme sera donc simplement la somme des modules des champs dE produits par tous les éléments dQ de la tige. L'étape suivante consiste à déterminer les bornes d'intégration de l'intégrale. Le principe est le suivant. La variable d'intégration ici est x. Il s'agit de déterminer comment faire varier x pour parcourir la tige chargée d'un bout à l'autre. D'après les paramètres de la situation, le bout A de la tige est situé à une distance d du point P. L'autre extrémité, le bout B de la tige, est situé à une distance d plus L du point P. Nous obtenons donc ainsi la plage de valeurs qu'il faut assigner à x pour parcourir la tige dans son entièreté. Notons que les bornes d'intégration sont toujours placées de la plus petite à la plus grande. Finalement, on peut sortir de l'intégrale les constantes qui ne dépendent pas de x pour obtenir une intégrale relativement simple qui pourra être résolue grâce à des tables d'intégrales comme celle qui se retrouve dans votre manuel Physique 21. En évaluant cette fonction à ces deux bornes d'intégration, nous obtenons finalement l'expression que nous cherchions
c'est-à-dire le champ électrique au point P produit par cette tige. Notons que le champ au point P est inversement proportionnel à la distance au carré, ce qui est cohérent avec les résultats des sections précédentes. Une des façons d'analyser la validité d'une fonction est d'étudier un cas limite. Si l'on se place à une distance d beaucoup plus grande que la longueur L de la tige, L devient négligeable devant d de sorte qu'au dénominateur, on retrouve simplement un d carré. Au numérateur, lambda fois L est par définition la charge totale Q de la tige. Nous retrouvons donc l'équation d'une charge ponctuelle. En effet, si nous nous plaçons très loin d'une tige de longueur finie, le champ généré par cette tige est le même que le champ généré par une charge ponctuelle de charge Q. L'analyse de ce cas limite permet de donner une certaine crédibilité à la fonction que nous avons trouvée. Voyons maintenant un second exemple qui fait intervenir une situation en deux dimensions. On cherche le champ généré par une tige chargée en un point P exactement au milieu de cette tige. Première étape, il faut isoler un élément de charge dQ de cette tige et représenter au point P le vecteur dE qui sera généré par cette charge dQ. Il est important de choisir un élément de charge dQ en un endroit quelconque de la tige et non pas au milieu ou aux extrémités de cette tige. La raison est qu'il faut faire ressortir la géométrie du problème d'une façon la plus générale possible. Lorsque nous allons considérer différents éléments de charge dQ sur cette tige, chacun de ces éléments dQ produira son élément de champ dE. On remarque qu'il existe une certaine symétrie dans cette situation. Les composantes de champ dE qui sont parallèles à la tige vont s'annuler entre elles, de sorte que le champ résultant sera un vecteur qui est perpendiculaire à la tige, c'est-à-dire dirigé vers le haut. Le champ résultant au point P sera donc la somme, c'est-à-dire l'intégrale, de tous les éléments de champ perpendiculaires à la tige. Nous devrons projeter le vecteur dE et additionner seulement les composantes perpendiculaires de ces vecteurs dE. Si l'on définit l'angle alpha de cette façon, il est évident que la composante perpendiculaire qui nous intéresse est la projection selon l'angle alpha du vecteur dE. L'étape suivante consiste à remplacer l'élément de champ dE par son expression mathématique. Nous l'avons vu à l'exemple précédent, et dans toutes les intégrales que nous allons rencontrer, le champ généré par un élément de charge dQ peut s'écrire de cette façon. Après avoir sorti de l'intégrale les constantes, on remarque que nous avons une fonction mathématique qui dépend de trois variables, alpha, r et x. Pour pouvoir résoudre cette intégrale, il faut procéder à des manipulations algébriques pour avoir finalement une expression qui ne dépend que d'une seule variable. En général, avec la trigonométrie, nous pourrons exprimer certaines variables en fonction de d'autres paramètres. Ici, nous choisissons d'exprimer l'intégrale en fonction de x uniquement. Il s'agit donc d'exprimer r et alpha en fonction de x. Le théorème de Pythagore nous permet d'exprimer r en fonction de x, et la définition du cosinus nous permet également d'écrire cette fonction en fonction de x. Notez que grand R est une constante. Nous allons donc maintenant remplacer ces expressions dans l'intégrale pour obtenir finalement une fonction mathématique qui dépend seulement de x, r étant une constante. Cette intégrale se retrouve dans les tables de votre manuel ou à la toute fin du livre, à la page 557. Avant de résoudre l'intégrale, il importe de définir ses bornes d'intégration. L'inspection visuelle de notre situation nous montre que le paramètre x varie de moins L sur 2 jusqu'à L sur 2, puisque nous avons défini notre origine juste en dessous du point P. Notez que les bornes d'intégration dépendent de la façon dont a été défini le problème au départ. On aurait pu procéder autrement dans la définition géométrique du problème, les bornes auraient été différentes, mais la solution finale du champ aurait été la même. Résolvons donc l'intégrale grâce aux tables mathématiques. Vous pourrez vous assurer que cette fonction est bel et bien la bonne.
Notez qu'on aurait pu opérer un changement de variables différent et exprimer par exemple r et x en fonction de alpha. Ici, les bornes d'intégration auraient été différentes, l'intégrale à résoudre aurait été aussi différente, mais évidemment le champ résultant aurait été le même. Vous pourrez consulter la situation 3 du manuel où l'on suit cette procédure. La fonction trouvée est d'une relative complexité. On peut étudier un cas limite pour s'assurer de sa validité. Si on se place en un point P qui est très près de la tige, le paramètre R devient négligeable devant le paramètre L. Dans ce cas, la fonction trouvée pourra se simplifier de la façon suivante. R est négligeable devant L, de sorte que nous obtenons une fonction qui nous rappelle un résultat précédent. Lorsqu'on se place très près d'une tige, on peut considérer que cette tige est très longue, voire infinie. Le champ généré par une tige en un point très près de cette tige est le résultat que nous avons obtenu précédemment, le champ généré par une triuque. Cette cohérence des résultats donne une certaine crédibilité à la fonction que nous avons obtenue. Voyons maintenant un troisième et dernier exemple qui montre une situation encore un peu plus complexe. Dans les deux situations précédentes, le champ résultant était tout entier orienté selon un axe, x ou y. Lorsque la symétrie de la situation ne permet pas de faire de telles simplifications, il faut séparément évaluer les composantes du champ selon chacun des axes, soit une tige de longueur L chargée négativement cette fois. On cherche le champ généré par cette tige en un point P tel qu'indiqué. On procède encore de la même façon. Il s'agit tout d'abord d'identifier un élément de charge dQ situé en un endroit quelconque de la tige et de représenter au point P le vecteur dE généré par cette charge dQ. Ici, on voit qu'il n'existe aucune symétrie dans la situation qui nous permettrait de déterminer que le champ sera tout entier selon l'axe X ou selon l'axe Y. On doit séparément faire les intégrales qui nous permettront de trouver le champ selon X et le champ selon Y. Commençons selon l'axe X. La composante X du champ sera la somme, c'est-à-dire l'intégrale, de toutes les composantes selon X des éléments de champ DE. En utilisant l'angle alpha, on voit qu'il s'agit de la composante projetée avec le sinus. On a remplacé l'élément de champ DE par son expression mathématique. Les étapes pour construire les intégrales sont toujours les mêmes, peu importe la géométrie du problème. Pour la composante en Y, nous effectuerons la même démarche en faisant attention de respecter la géométrie du problème. Nous avons défini notre référentiel XY avec les Y positifs vers le haut. Or, la composante selon Y du vecteur DE pointe vers les Y négatifs. Il faut donc mettre un signe moins dans l'intégrale. La même substitution a été faite pour le module du champ DE et nous aboutissons à deux intégrales très similaires à celles de l'exemple précédent. Notons ici une remarque intéressante. L'intégrale pour trouver la composante selon Y du champ est une fonction de x seulement. En effet, lorsqu'on examine notre situation, il n'y a que le paramètre x qui varie lorsque nous parcourons la tige. Le paramètre y est une constante. Pour parcourir entièrement la tige, il faudrait faire varier x de d à d plus l, soit de 3 à 7 mètres. Ce seraient nos bornes d'intégration pour les deux intégrales en x et en y. Aussi, il faudrait, de la même façon que dans l'exemple précédent, exprimer deux des paramètres en fonction d'un troisième. En effet, pour résoudre une intégrale, il faut absolument n'avoir qu'un seul paramètre d'intégration. Finalement, pour exprimer le champ généré au point P, nous pourrions utiliser la forme vectorielle avec les vecteurs unitaires en fonction des composantes que nous aurions trouvées. Comme cette situation est très semblable, nous n'allons pas résoudre cette intégrale. Je vous invite à lire en détail la situation 4 du manuel Physique 21 qui montre toute cette procédure en détail. Ce qu'il importe de comprendre dans ces problèmes d'intégrale
et que les étapes nécessaires à la résolution sont toujours les mêmes. Je vous invite à consulter cette méthode de résolution lorsque vous relirez les exemples du livre. Vous verrez qu'il s'agit d'une méthode de résolution dans laquelle on passe toujours par les mêmes étapes. C'est ce qui termine cette vidéo sur le calcul intégral appliqué au champ électrique. Je vous remercie de votre attention. Bonne chance!